Dès qu'on pense à la vie ailleurs dans l'univers, nos rêves la dotent d'une silhouette, d'un visage ou d'organes plus ou moins bizarres, des yeux qui brillent, des bras multiples, des formes fuyantes surgies des pages d'un roman ou d'un film. Pourtant, derrière les excentricités, il y a une constante. Nos extraterrestres restent profondément marqués par la Terre. Impossible d'imaginer, même un instant, qu'ils puissent ne pas respirer. Qu'ils puissent ignorer la sensation d'une surface ferme sous leurs pieds, le passage de nutriments dans leurs tissus, la promesse instinctive d'un organigramme cellulaire ou la dynamique irréversible de la reproduction. C'est la grande illusion de notre imagination. Nous projetons partout les contours de notre propre existence, comme si la Terre, avec ses 66 millions d'espèces, avait livré la seule recette possible pour transformer la matière en vie. Mais si cette diversité, pour impressionnante qu'elle soit, ne représentait qu'une série d'options au sein d'un unique plan de construction. Sous la surface des apparences, la parenté entre une baleine bleue, un séquoia géant et une bactérie est totale. Partout les mêmes molécules, mêmes briques, mêmes alphabets biologiques, le carbone, roi de la complexité chimique. L'eau, matrice universelle pour les réactions. L'ADN, ainsi que l'ARN sont les gardiens d'une information qui a traversé les airs. En grattant cette complexité, tout converge vers une même source, la vague primitive qui a emporté avec elle toutes les vies que nous connaissons. Rien d'étonnant alors à ce que notre regard sur l'univers soit verrouillé sur ces indices familiers. Les savants fixent leurs détecteurs sur la recherche d'eau liquide, de molécules organiques ou d'une atmosphère où flotteraient des traces de respiration. La méthode paraît sensée. Pourquoi ne pas miser sur la seule recette gagnante dont nous ayons connaissance? Mais voilà, c'est une stratégie risquée. Comme si, armé d'un radar, on ne cherchait dans l'océan que le chant des oiseaux marins. Aucune chance de tomber sur la baleine silencieuse ou sur le poisson tapi dans l'ombre. Nous risquons de traverser l'immensité interstellaire en cherchant seulement notre reflet, et de manquer ainsi tout ce qui ne lui ressemble pas. Prenons justement nos piliers biologiques, à commencer par le carbone. Il fascine par son infinie capacité à composer, assembler, multiplier les structures. Des chaînes à perte de vue, des cycles, des ramifications. Il s'allie à l'oxygène pour former le dioxyde de carbone, facile à transporter, recycler, respirer. Mais le carbone n'est pas le seul atome capable de jouer ce rôle. Son discret voisin, le silicium, chuchote dans la littérature scientifique et la science-fiction son potentiel. Lui aussi tisse 4 liaisons, et à première vue, pourquoi ne donnerait-il pas naissance à une forme de vie radicalement différente? Hélas, dans les conditions terrestres, le silicium associe l'oxygène pour fabriquer de la silice, une espèce de quartz solide, bien pratique pour fabriquer du sable, mais beaucoup moins flexible pour forger un métabolisme. Faut-il dès lors exclure le silicium? Pas forcément. L'hypothèse reste sur la table, mais elle réclame une planète aux caractéristiques très particulières, avec peu d'oxygène libre, des températures inhabituelles ou un solvant qui n'a rien à voir avec l'eau. Justement, l'eau, ce liquide magique. Ici-bas, elle porte tout le vivant, dissout, transporte, sculpte la chimie de la vie. Mais a-t-on vraiment besoin d'elle, ou seulement d'un emballeur moléculaire capable, comme l'eau, d'assurer les rencontres, les échanges, les réactions? À cette question, Titan, la lune de Saturne, répond d'un clin d'œil glacial. Moins 179 degrés en surface, aucune goutte d'eau liquide possible, et pourtant, des lacs, des mers, des pluies, mais de méthane et d'éthane. Un monde où la pluie ne mouille pas, où le fleuve ne rafraîchit pas, mais où, pourtant, des compartiments chimiques complexes pourraient, selon certains scénarios étudiés par la NASA, jouer un rôle de compartimentalisation presque proche de celle des cellules. La vie sur Titan, si elle existe, impose un paradoxe vertigineux, sa lenteur. Dans cet hiver éternel, la moindre réaction se fait paresseuse. Là où une cellule terrestre pulse à chaque fraction de seconde, une entité titanienne filerait à un rythme si ralenti qu'à l'œil humain, elle semblerait figée, inerte. C'est notre perception même du temps qui serait prise en défaut. Sommes-nous capables de reconnaître une vie dont l'évolution se compte en mois, en siècles ou davantage? Déjà, sur Terre, une graine ou une montagne échappe à l'urgence du vivant tel que nous l'entendons. Rien ne dit que parmi les glaciers d'ailleurs, un miracle lent ne s'opère pas sous notre nez, juste trop discret pour être détecté. Mais pourquoi se contenter d'un sol? C'est que notre réflexe planétaire,
nous tire toujours vers la surface solide, le terroir stable, l'endroit où poser un pied, ou une racine. Pourtant, dans notre propre système solaire, des mondes entiers refusent le plancher. Jupiter, Saturne, de pures atmosphères épaisses, privées de sol accessible. Dans les années 70, deux esprits, Carl Sagan et Edwin Salpeter, proposent une vision inattendue, des créatures flottantes suspendues dans la tempête. Colorées comme les nuages, gonflées de gaz plus légers que l'air, ou géantes comme des villes, elles pourraient vagabonder éternellement, tutoyant la frontière du possible. Leur existence n'a jamais été observée, elle reste une hypothèse. Mais une hypothèse fondée sur la seule logique que la physique autorise plus de formes qu'on ne peut l'imaginer. Dans ces mers de brume, la vie pourrait s'exprimer autrement. Pas d'ancrage, mais une dérive, pas d'organes, mais des volumes flottants, des prédateurs peut-être. Une chaîne alimentaire décorrélée de tout ce que l'on conçoit aujourd'hui. Leurs frontières seraient mouvantes, leur nature, peut-être, collective. Et si les possibilités étaient plus dérangeantes encore? Si la vie n'était même pas faite de molécules, ni de cellules, ni de membranes. Certains chercheurs, en étudiant les plasmas, ces états de la matière où les particules chargées se frôlent et s'agencent, imaginent des structures spontanées, filaments, spirales, réseaux, qui semblent se conserver, répondre à l'environnement, transmettre imparfaitement leur forme. Des simulations montrent que, sous certaines conditions, la matière pourrait se hisser à l'autonomie, peut-être à une ébauche de reproduction. C'est encore loin de ce que l'on appelle la vie. Un cristal aussi grandit, une flamme se propage, mais cela rappelle que l'organisation, la complexité, peuvent surgir où on ne l'attend pas. Le vertige devient total lorsque la question se retourne contre nous. Qu'est-ce qu'être vivant, au fond, un métabolisme? Une capacité à évoluer, à se perpétuer, à devenir autre? Mais une graine peut dormir des années, un virus se contenter d'un génome inerte, une colonie de bactéries abolir l'individu. La définition s'effrite à mesure qu'on cherche à l'affiner. Même chez nous, la frontière vie-non-vie se brouille. Alors, lorsque l'on lève les yeux vers l'ailleurs, comment juger autrement? Rien ne garantit qu'une authentique forme de vie, extraterrestre, soit reconnaissable à nos capteurs, à nos regards, même à notre vocabulaire. Peut-être s'agit-il d'une structure, d'un écosystème, d'un réseau planétaire tout entier, ou d'un processus si lent, si subtil, qu'il se confond avec le décor. C'est peut-être la révélation la plus dangereuse, la possibilité que la vie ne soit pas une chose, ni même une propriété biologique, mais une organisation temporaire de la matière. Ici, sur Terre, rien ne distingue, à la base, nos cellules du sable des plages ou des nuages capturés par le vent. Sauf la manière dont les atomes sont disposés, la façon dont l'énergie les travaille, les pousse à former des schémas inédits. Peut-être qu'ailleurs, les règles physiques autorisent d'autres architectures viables, d'autres modes d'existence. Peut-être même que, passant devant le regard indifférent d'un robot, une forme d'intelligence simple ou collective, une transformation mystérieuse du gaz ou de la roche, a déjà marqué une planète de son empreinte sans que nous sachions l'identifier comme vivante. Si l'on cherche une preuve formelle, elle manque encore. Nul onde inconnue ne frappe nos radiotélescopes, nul microbe interstellaire n'a franchi la stérilité des sondes spatiales. La chimie cosmique est foisonnante, mais rien ne la force à franchir le seuil, à dissoudre le hasard en destinée biologique. Le passage du non-vivant au vivant, sur Terre, n'a eu lieu qu'une fois à notre connaissance, et l'univers pourrait être si vaste que ce miracle soit commun, ou d'une rareté absolue. Faut-il alors désespérer? Peut-être pas, car la question qui demeure n'est plus seulement de trouver la vie là-dehors, mais de comprendre si nous serions capables de la reconnaître. Notre recherche s'obstine souvent à traquer ce qui est déjà connu, les gaz respirés, les chimies familières, les signaux évidents. Or, une autre vie pourrait laisser des traces insoupçonnées, une atmosphère éternellement déséquilibrée, un sol intrigué de structures qui se reconstruisent sans cause apparente, des comportements chimiques que l'on renverse ou que l'on ignore. Le vivant, la première fois, pourrait se présenter sous l'aspect d'une anomalie, d'un grincement inattendu dans la routine d'une planète. Peut-être même l'avons-nous déjà croisé, classé comme une curiosité, relégué au rang des phénomènes sans explication. Depuis la nuit des temps, les humains cherchent une vie derrière les étoiles. Mais notre quête est un étrange pari. Il faudrait savoir ce qu'on cherche pour le trouver, et trouver pour savoir ce qu'on cherche. La découverte d'une seconde genèse bouleverserait tout.
Elle trancherait l'essentiel de l'accidentel. Peut-être révélerait-elle que le carbone, l'eau et l'évolution obéissent partout, ou laisserait-elle surgir des monstres d'énergie ou de gaz, des réseaux collectifs, des écosystèmes qui n'appartiendraient à aucun livre de biologie. La vie dort-elle dans les hydrocarbures de Titan? Dérive-t-elle entre les nuages de Jupiter? Se tapit-elle dans les interstices d'une organisation minérale encore non reconnue? Sommes-nous seuls ou juste incapables d'entendre un chant qui ne passe pas par nos oreilles ni nos machines? Peut-être l'univers n'est-il pas muet? Il chante à une fréquence que nous n'avons pas encore appris à recevoir. La question n'est donc pas seulement celle de la solitude. Le véritable vertige, c'est le soupçon oppressant que la vie, fuyante, nous a plusieurs fois effleuré, et que, par excès de familiarité avec nous-mêmes, nous ne l'avons même pas reconnu.